on a une insuffisance d'expression des ingénieurs dans le débat public. C'est personnellement ce que je pense. Et je crois qu'au moment où il y a beaucoup de fake news, on a des débats très idéologiques, très politisés sur de nombreux sujets, les ingénieurs pourraient contribuer à aider, à être un antidote sur certaines fake news et sur certaines idées reçues. Je pense qu'il faut remettre les ingénieurs avec plus de poids, plus de visibilité aussi, mais pas que. Les économistes, les sociologues, voire les psychologues, il y a besoin de plus de pluridisciplinarité dans un État qui a tendance à être devenu un peu monoculture. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à s'organiser pour faire des politiques stables et durables, et je pense que tout ce qui concerne la transition climatique et l'énergie, c'est manifestement des choses qui sont durables. Je crois qu'il faut make the state great again. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je défends les fonctionnaires. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir une sorte de désintermédiation où le pouvoir politique est exposé directement à des scientifiques de haut niveau, à des grands patrons de boîtes nationales ou internationales. Il faut bien sûr qu'il y ait des échanges, mais l'État a besoin d'une organisation de plus long terme avec des agences, des fonctionnaires. Il faut aussi avoir confiance dans les structures, confiance dans l'INSERM, confiance dans le CNRS, confiance dans le CEA. Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bonjour à tous. Pourquoi les ingénieurs sont invisibles dans le débat public aujourd'hui? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre avec mon invité Henri Wallard. Henri, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien, et toi? Je suis content de te recevoir. Tu as un parcours aussi atypique que fascinant, donc on va essayer d'en parler un petit peu. Et puis surtout, tu as sorti un livre, Mensonges d'État. Je le montre à la caméra. Mensonges d'État, imposture écologique. C'est un plaidoyer pour une gouvernance fondée sur la connaissance et l'anticipation. Tu es le cofondateur de New Covalence, tu es diplômé de Polytechnique, diplômé du Corps des Mines, tu as travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le nucléaire et 20 ans chez Ipsos où tu étais dirigeant de l'entreprise. Tu as navigué entre l'industrie et les statistiques. On a l'habitude dans l'émission que l'invité se présente en 1 minute 42, donc c'est le challenge que tu as aujourd'hui. 1 minute 42. Bonjour, je m'appelle Henri Wallard et effectivement, donc j'ai un parcours d'ingénieur, d'abord ingénieur au service de l'État. Effectivement, je suis passé par l'école polytechnique, puis par l'école des mines et après j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la fonction publique, dans le nucléaire, en sûreté nucléaire. Et puis mon dernier poste dans le secteur public était directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et après, effectivement, j'ai quitté le secteur public. Et j'ai passé de nombreuses années dans les sondages marketing et aussi les sondages d'opinion, en France et à l'étranger. Et depuis quelques années, donc, j'ai lancé avec un collègue une entreprise de conseil transformation énergétique, New Covalence, et je suis aussi impliqué dans du conseil en big data, analyse de données, écoute des réseaux sociaux, et j'ai depuis cette année commencé à participer à un enseignement mégadonnées et analyse sociale au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. 1 minute 42. Ouais, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, c'est très riche. Je reprends le livre Mensonges d'État, imposture écologique. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre aujourd'hui, Henri? Alors, ce livre, Mensonges d'État, il reflète la perception. J'ai beaucoup travaillé dans la liste des perceptions. Beaucoup de nos concitoyens ont des doutes sur les politiques publiques et sur la sincérité des politiques publiques. C'est d'ailleurs un véritable problème. Et ce livre traite de ce qui est autour de la transition écologique, d'où la notion d'imposture écologique, sur un écart entre un discours officiel et la réalité que nos concitoyens peuvent constater dans leur vie de tous les jours. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? C'est parti des auditions parlementaires en fait, de la commission à l'Assemblée nationale avec les députés Schellenberger et Armand sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Donc ça, c'était en 2022, avec un certain nombre de témoignages qui m'ont quand même beaucoup intrigué. Et puis, j'ai rencontré un éditeur et on a commencé à travailler au concept de ce livre qui traite à la fois de décisions stratégiques, dans le cas du nucléaire ou dans le cas de l'éolien, mais aussi des sujets de la vie de tous les jours. Et le livre commence en fait par les aventures d'un personnage qui s'appelle Jobbik,
qui essaye d'acheter une voiture électrique, car il a entendu le président de la République dire dans la campagne de 2022 qu'il souhaitait que les foyers modestes puissent acquérir un véhicule électrique avec un loyer mensuel, un leasing de moins de 100 € par mois. Et Jobbik entend parler de ça, il dit ça l'intéresse. Bon, il attend quand même le 14 décembre 2023 pour que la mesure entre en vigueur. Elle est annoncée par le président de la République en personne et au 1er janvier, la mesure est mise en place. Et le temps de se décider, d'entre plusieurs modèles, il remplit les conditions, il a les conditions de revenus, il va pour remplir son dossier sur le site et là, patatras, le 14 février, la mesure est déjà arrêtée. C'est comme dans les supermarchés, dans les soldes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc ça a été assez intriguant de voir qu'une mesure pour le climat et pour nos concitoyens pouvait être comme ça temporaire. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, quelques mois plus tard, Valérie Hayer, qui était la candidate du parti présidentiel pour les élections européennes, est sur un plateau de radio, je crois, et il y a une auditrice qui l'appelle et qui dit « Voilà, j'ai le contrôle technique, ça coûte très cher pour ma voiture. » Et Valérie répond « Vous devriez passer à l'électrique. » Donc le livre commence par en fait des enquêtes sur la vie quotidienne, sur la rénovation des logements. Il couvre aussi un certain nombre de sujets sur les choix plus stratégiques et propose, mais là il faut lire le livre, un certain nombre de remèdes. Oui, parce que on en parlera après, tu parles beaucoup de déconnexion entre les décisions politiques et les réalités du terrain. Et ça, c'est un sujet qui te tient à cœur. Alors en fait, c'est un sujet qui tient à cœur à pas mal de gens, parce que parmi les éléments, les références qui m'ont poussé à me lancer dans ce travail, il y a eu une phrase qui a eu un grand écho, qui a été prononcée par Yves Bréchet, justement dans les auditions parlementaires dont je parlais, qui a dit à un moment, face caméra, la politique énergétique a été décidée par un canard sans tête. Et puis, quelques temps plus tard, je lis un article d'un historien qui s'appelle Pierre Vermeyren, qui écrivait un commentaire sur la crise de l'épidémie, sur la crise de la Covid. Et il dit « L'État est comme une volaille dont on a coupé les ailes ». Et puis après, je tombe sur un livre de Yegor Gran qui traite aussi de l'épidémie et qui parle de la marche du canard sans tête. Ça commençait à faire beaucoup. Donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à me poser des questions sur le mode de fonctionnement. Et effectivement, une certaine tendance à avoir de la difficulté à ancrer des décisions et des mesures de politique publique à la fois dans la réalité scientifique et industrielle, mais aussi dans l'écoute et les attentes et les difficultés de nos concitoyens. C'est vraiment ça le thème central de l'ouvrage. Comment on passe du nucléaire à une carrière dans l'univers des sondages et des statistiques ? Alors, à une époque, j'avais tendance à faire la petite blague suivante. À l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, une des activités consistait à faire des forages souterrains, donc des sondages souterrains, en vue des stockages géologiques futurs des matières radioactives. Et je suis passé des sondages souterrains aux sondages d'opinion. Mais plus sérieusement, j'ai quitté le secteur public au bout de 15 ans. Mon dernier poste était un poste aux confins du technique et du politique, puisque j'étais nommé par décret du président de la République à l'époque. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même de temps en temps des chaises musicales, qu'on pouvait aller de tel poste à tel autre, etc. Et j'ai eu envie de quitter le secteur public et d'aller voir ailleurs. Alors je voulais juste dire que, aussi bien dans le livre que dans toutes les occasions, je veux dire du bien du secteur public et du bien des fonctionnaires. Je trouve que les administrations et les fonctionnaires et les corps de fonctionnaires sont souvent accusés d'être bureaucratiques, d'être des obstacles au changement. Personnellement, mon analyse est très différente. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés qui viennent des cabinets ministériels et des membres des gouvernements, avec une focalisation sur les effets d'annonce, un manque de préparation, une déconnexion. Et donc, je dis ça parce que dans mon parcours, j'ai gardé beaucoup d'estime et je trouve que c'est très, très important d'avoir des administrations et des gens qui y travaillent et des agences. Il faut les contrôler, il ne faut pas qu'elles soient bureaucratiques, mais c'est un élément important. Donc, je n'ai pas du tout quitté le secteur public par désintérêt pour le secteur public. Je l'ai quitté parce que, tout simplement, je crois que c'était le moment. Et tout à fait par hasard, j'avais rencontré le président d'une société de sondage qui m'a dit écoute, moi je cherche des ingénieurs, et donc j'ai sauté le pas et j'ai passé de très nombreuses années dans les sondages. Ok, très nombreuses années, ça veut dire tu es resté combien de temps Mon dernier mandat, j'ai fait 20 ans chez Ipsos. 20 ans chez Ipsos, voilà, ouais. C'est quand même de la fidélité. Oui, donc en fait tu étais un peu dans l'ombre, parce que Ipsos, tu peux nous rappeler ce que c'est pour les gens qui ne percutent pas Ipsos, c'est une grande société d'études de marché
qui est présente dans de très nombreux pays, qui a été fondée en 1975 et dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler de nombreuses années en faisant beaucoup de choses. Alors, sur la question de la visibilité, je me suis occupé des sondages pour les organisations publiques et des sondages sur la société et des enquêtes électorales au plan mondial, mais j'étais plutôt, je dirais, dans le back-office que dans le front-office. Il y avait des gens qui parlaient, qui causaient dans le poste. Moi, je faisais partie des gens qui travaillaient aux méthodes, aux outils qu'il fallait avoir derrière, au contrôle qualité, aux évaluations a posteriori, etc. Mais je voudrais juste dire que les sondages sont d'abord des sondages marketing. C'est une industrie qui fait, je dirais, de l'ordre de 80 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est une industrie relativement restreinte qui se pratique depuis de nombreuses décennies et qui est d'abord utilisée pour les produits de consommation, par exemple, pour les shampoings, pour les lessives, qui est très très liée à la publicité et au marketing. Et c'est vraiment, je dirais, une grande majorité de l'activité. Et c'est une industrie qui bouge en même temps que l'économie. C'est-à-dire que j'ai vu passer les sociétés de télécommunications, par exemple, qui avaient aussi des questions de marque, des questions de prix, des questions de fidélité de leurs propres clients. Et les GAFAM sont aujourd'hui des grands consommateurs d'études de marché, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais il y a aussi des études qui sont faites dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'efficacité publicitaire. Voilà, donc c'est un assez vaste domaine et c'est un secteur de l'économie qui évolue en même temps que la société et l'économie. Les derniers éléments sont, par exemple, l'intégration des réseaux sociaux comme source d'information et aussi, comme plein de secteurs économiques, plein d'industries, une incorporation de l'apprentissage statistique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Ça m'aurait embêté quand même de t'inviter et de pas parler un peu des sondages et leur influence sur la vie politique. Donc on ne t'y coupera pas, on avait dit qu'on en parlerait. À quel point aujourd'hui les élections et les décisions publiques justement sont-elles influencées par les sondages ? Alors, c'est un vieux débat dans l'industrie. Et d'habitude, moi, quand j'étais à Ipsos, c'était plutôt, on les appelait les pollsters, enfin les gars qui faisaient ça dans tous les pays du monde. On faisait ça. En France, il y en avait, et aussi aux États-Unis, voilà, qui répondaient à ça. Mais c'est un débat qui date depuis longtemps. Il y a même des études académiques. Tous ces sujets ont été étudiés par des universitaires. Je dis ça, je commence à m'expliquer à moi-même ce que je recommande, c'est-à-dire il y a souvent des gens qui ont étudié des sujets, etc. C'est un débat qu'il faut apaiser. Je pense que les sondages restent un outil d'information pour ceux qui y ont accès, parce que parfois les sondages sont interdits de publication. Ça crée une distorsion, parce qu'il y en a qui ont des sondages. Ah oui, il y en a. D'accord. Bon, donc il faut se méfier parfois de la fausse bonne idée. Et qui décide de... Alors, ce sont les réglementations des différents pays. Je voudrais dire que les sondages, et je dis ça en toute liberté, je ne suis plus dans l'industrie des sondages, et je dis vraiment comme je le pense. Ce sont dans les démocraties qu'on fait des sondages. Vous ne voyez pas de sondages dans des dictatures. Ne m'en ai pas donné d'exemple. Mais bon, je pense que c'est une question de bon sens. Il y a d'ailleurs des publications annuelles des organismes professionnels sur la liberté d'exercice dans les différents pays. Et je crois que c'est très important d'avoir la liberté de faire des sondages. Dire que les sondages influencent... Alors, dire qu'ils ont zéro influence, c'est absurde. Mais dire qu'ils font l'élection, c'est absurde aussi. C'est un élément d'information parmi d'autres. Mais il y a aussi les médias, les réseaux sociaux, le café du commerce, les prises de position des individus politiques, les choix d'éditorialisation. Quand, à l'occasion d'une élection, on met en avant un fait divers particulièrement dramatique, par exemple, ça a une influence dans le débat sur la sécurité. Mais c'est vrai que si on fait un sondage sur un sujet de société qui résonne avec la campagne électorale, on aura un certain impact. Mais je crois très profondément que les sondages sont d'abord et avant tout un outil d'analyse et un outil de prédiction. Effectivement, ils donnent une tendance. Ils peuvent avoir une certaine influence, c'est vrai, sur des électeurs individuels. C'est-à-dire le leader, tiens, je vais voter pour le leader, mais ça peut être aussi l'underdog, comme on dit, c'est-à-dire lui, il n'a aucune chance d'être élu, donc du coup, je ne vais même pas voter. Donc il peut y avoir à la marge un certain nombre d'éléments. Mais je crois profondément que, au total, les sondages sont bénéfiques, sont un instrument d'information, un instrument de liberté. C'est beaucoup mieux que les rumeurs, c'est beaucoup mieux que l'intoxication. Maintenant, il y a une responsabilité des sondeurs.
Il y a une éthique professionnelle, il y a des clauses en matière d'abord de précision. C'est une industrie qui est très évaluée. Après chaque élection, surtout quand il y a eu un problème, il y a des commissions qui évaluent, soit des commissions professionnelles, soit même des enquêtes qui sont faites par des institutions de contrôle. Donc il y a en France, il y a la commission des sondages qui travaille d'une certaine façon. Donc voilà, c'est une industrie qui n'est pas en roue libre. Et je pense qu'au total, il joue un rôle bénéfique dans le débat public et pas un rôle toxique. Maintenant, il faut faire attention à ce que dans toute la profession, il y a une fragmentation des médias, il y a de plus en plus d'entreprises de sondage, il faut que chacune des entreprises soit responsable. Il y a un moment pour faire les sondages. Sur un fait divers particulièrement atroce, si vous faites dans la foulée un sondage sur la peine capitale, vous allez avoir un résultat qui sera impacté. C'est une question de bon sens. Donc il y a une éthique importante à avoir. Il y a des sondages qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire à certains moments et pas à d'autres. Voilà, je pense qu'il faut être extrêmement responsable. Mais par exemple, entre deux élections, par exemple, je vais prendre un exemple, on fait des sondages sur deuxième tour hypothétique entre Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Mais par exemple, on ne parle pas d'autres candidats potentiels et du coup, ceux-là ne sont jamais mis en avant et ça fausse un peu quand même le débat. Oui, mais effectivement, tout à fait, l'information produite par le sondage, mais encore une fois, parmi plein d'autres informations, elle va avoir un impact sur l'indicateur individuel. Je crois que ça serait faire un procès excessif au sondage que de le reprocher le score de Jean Lassalle. Je crois que le sondage dit la réalité et au fond, c'est une bonne chose. Maintenant, le deuxième thème dont tu parlais, c'était... Quand on fait des deuxièmes tours... Les deuxièmes tours, oui, tout à fait. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouve qu'il faut faire attention à toutes ces scénarisations de deuxième tour hypothétiques. Oui, c'est ça. Il y a un temps pour tout. Il faut éviter de faire des sondages, je dirais, potestatifs, c'est-à-dire on fait des scénarios de politique fiction, on fait un sondage dessus et on balance du résultat dans la nature. C'est exactement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, tu constateras que dans la situation troublée que nous avons en ce moment, après la dissolution de 2024. On a de temps en temps des dissolutions. On en a eu 2. Bon, ça donne, je ne sais pas si on dit jamais 203, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de perturbant. Vous constaterez les uns et les autres, il y a un certain nombre de sondeurs qui n'ont pas fait d'enquête sur faut-il que le président de la République démissionne, par exemple. Pour ma part, je pense que ça, pour le coup, ça peut être influencer le débat. S'il y a une élection annoncée et qu'on fait des sondages par rapport à une élection annoncée, c'est une chose. Bon, maintenant, les scénarios de politique fiction, surtout X années avant une échéance électorale, d'ailleurs, peu de gens s'y trompent. Les journalistes eux-mêmes sont quand même bien informés du sujet. Il y a des formations, il y a des échanges. Il faut effectivement éviter de créer des scénarios de politique fiction et de faire des sondages à tir-larigot sur des sujets qui ne sont pas réels. L'intelligence artificielle, comment ça vient se télescoper aujourd'hui avec cette industrie des sondages, la manipulation par les algorithmes des réseaux sociaux, etc. La question un peu fourre-tout, on va l'appeler comme ça. Alors, mais toi, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui te font un peu peur? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous dire par rapport à ce sujet? Personnellement, il n'y a rien qui me fait peur. D'abord, l'intelligence artificielle, elle a une définition assez vaste. Le machine learning, l'apprentissage statistique, fait partie de l'intelligence artificielle. Ça fait belle lurette qu'on utilise la statistique dans les sondages pour avoir des méthodes en tout genre. C'est très, très utilisé dans l'écoute des réseaux sociaux. Le Natural Language Processing, par exemple, il y a eu des innovations majeures, les encodeurs, enfin voilà, tout ChatGPT, etc. Il y a des choses du même genre. Enfin, toutes ces techniques sont utilisées, notamment dans l'écoute des réseaux sociaux, mais pas seulement. Il y a aussi un autre élément, rapidement, qui commence à émerger, qu'on appelle le synthetic data. Là aussi, ça n'est pas nouveau. Ça consiste à faire des fusions, des projections, ça fait bien lurette qu'on fait l'imputation des valeurs manquantes, par exemple, dans les fichiers. Donc c'est quelque chose qui est une extension de tout ça. Le domaine des synthetic data, c'est l'application de l'intelligence artificielle aux sources de données pour enrichir les données, pour avoir des échantillons qui peuvent être des échantillons virtuels. Par exemple, des individus qui se transportent, qui font des modes de transport, ça fait un bon moment qu'on fait ça, c'est de l'IA appliquée. Donc il n'y a pas une révolution majeure. Maintenant, je disais que rien ne me faisait peur dans l'IA, c'est une opportunité et une menace, comme on dit souvent. Il faut que ça soit mis entre des mains expertes et éthiquement responsables.
Ça, oui, il faut faire attention. C'est comme l'histoire des fakes, des deepfakes. Hein. On peut faire des choses extraordinaires avec, mais on peut aussi faire n'importe quoi. Donc les synthetic data, l'IA appliquée, oui, mais dans des mains, encore une fois, éthiques. Et je crois profondément qu'il y a toujours une nécessité d'une dualité entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Il n'y a rien à faire. Je ne crois pas du tout à une espèce de laisser-aller avec des machines qui font tout. Je pourrais fournir plein d'exemples là-dessus. On a dit qu'on parlerait de la place de l'ingénieur dans le débat, dans l'espace public. De ton point de vue, quelle est la place aujourd'hui des ingénieurs dans le débat public, s'ils en ont une? Et est-ce que ça te satisfait, toi? D'abord, c'est une question qui est intéressante parce qu'on a eu les Jeux Olympiques et il y a beaucoup de touristes qui viennent à Paris. Et l'une des premières choses dont ils entendent parler, c'est de la Tour Eiffel. Donc il y a une place dans l'espace public. La Tour Eiffel, c'est Gustave Eiffel, c'est un ingénieur. Et en fait, c'est un peu paradoxal comme question parce que les ingénieurs contribuent à façonner l'espace public. En matière d'expression publique, on a parlé du climat, on a parlé du livre. Le livre co-signé, la BD co-signée par Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, fin 2022, avait tiré à plus de 500 000 exemplaires. Donc il y a une visibilité concrète, je parlais de la Tour Eiffel, et puis une visibilité dans les médias, dans l'expression publique. Planète Ingénieur, d'ailleurs, contribue à donner cette visibilité aux ingénieurs. Mais malgré ça, malgré cette réalité, je crois qu'on a une insuffisance d'expression des ingénieurs dans le débat public. C'est personnellement ce que je pense. Il y a un certain nombre de raisons à cela. Et je crois qu'au moment où il y a beaucoup de fake news, au moment où on a des débats très idéologiques, très politisés sur de nombreux sujets, les ingénieurs pourraient contribuer à aider à être un antidote sur certaines fake news et sur certaines idées reçues. Je trouve d'ailleurs que ce qui s'est passé dans la transition écologique et que le succès d'expression aussi bien vidéo que du livre que j'évoquais de gens comme Jean-Marc Jancovici contribue quand même à améliorer la qualité du débat et à éviter quand même un certain nombre de dérives très idéologiques sur des choix énergétiques ou sur des modes de consommation. Jean-Marc Jancovici est effectivement, je dirais, un pionnier dans le monde des influenceurs, des ingénieurs influenceurs. Ceci étant, on n'en voit pas d'autres émerger derrière lui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour justement faire émerger d'autres figures et quelles pourraient être ces figures, justement? Alors je pense que les figures, elles émergeront d'elles-mêmes. Je crois pas mal à ça. Je pense qu'il faut lutter contre une petite tendance qu'on a quand on est ingénieur, à se dire, oh là là, il faut que je parle de ce que je connais et seulement de ce que je connais. Il y a souvent une inquiétude d'être pris en défaut, c'est-à-dire de dire, si la conversation dérive sur tel ou tel aspect, qu'est-ce que je vais dire, je vais me retrouver mal à l'aise, etc. Je pense que par rapport à d'autres formations, on peut penser aux juristes, aux économistes, il y a dans un certain nombre d'écoles une incitation, une formation à la rhétorique, une formation à la conviction. L'ingénieur, il a souvent tendance à considérer qu'il doit démontrer son propos et que la réalité, la vérité de son propos va suffire à emporter la conviction. On sait tous que dans les réunions, dans les entreprises ou ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Donc je pense qu'il faut s'efforcer de changer un peu cet état d'esprit en disant, voilà, la communication, c'est important, il faut y travailler, il faut essayer aussi d'être bien adapté à l'auditoire auquel on parle. Je pense que l'enseignement, par exemple, il y a des ingénieurs qui enseignent. L'enseignement, d'ailleurs Jean-Marc Jancovici est un enseignant. Il a ses cours qui sont sur YouTube, sur les cours qu'il a donnés à l'école des mines et que j'ai même écouté d'ailleurs. Donc il y a avec aussi la planète ingénieur, les différents outils, les réseaux sociaux, les plateformes de communication, il y a une capacité à pouvoir démultiplier des thématiques et peut-être à faire émerger davantage d'expression publique de la part des ingénieurs. Peut-être dans la formation, il faut les y encourager. Je pense aussi que les ingénieurs sont des gens qui sont tout à fait adaptés pour travailler dans ce qui est vraiment très nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire des équipes pluridisciplinaires. Je pense qu'on souffre parfois d'un modèle dominant. Dans le cas de la direction de l'État, ça me paraît assez clair et assez gênant. Le fait de faire travailler ensemble, le climat est un très bon exemple. Les groupes du GIEC, il y a
de nombreuses spécialités qui travaillent ensemble, de nombreux laboratoires. Et je pense qu'il faut amener donc un encouragement avec des outils, avec une formation, avec un encouragement mutuel, avec peut-être des clubs, voilà, qu'on se jette à l'eau et qu'on parle un peu plus. Je me rappelle plus la genèse du personnage Jean Covici, à quel moment il est devenu cette figure. Alors, je pense qu'il y a eu des films par les réseaux sociaux, YouTube, etc. Parce qu'il a occupé peut-être un champ qui était laissé libre, et cette figure peut-être du référent technique sur les sujets de l'énergie. La question qui se pose effectivement en plus de ça, c'est est-ce que en plus, quand on n'a qu'un seul personnage, cette forte figure, est-ce qu'il ne manque pas lui-même de contradicteur à un moment donné? Puisque sans remettre en question, on peut être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord, mais finalement, c'est peut-être le seul technicien qui s'exprime sur ces sujets. Et à un moment donné, peut-être qu'il a besoin lui-même aussi d'une certaine contradiction venant d'autres techniciens et pas venant de purs politiciens, par exemple. Alors, ça, il vaudrait mieux lui demander, mais je crois que des contradicteurs, il n'en manque pas, parce que quand on a une forte visibilité, on a forcément des contradicteurs. Mais tu vois, il y a assez longtemps, moi, je me souviens de Michel Chevalet, qui était un journaliste et qui a vu une émission et il disait comment ça marche. Et c'est vraiment quelque chose qui est très proche des ingénieurs, ça, comment ça marche, comment fonctionne tel ou tel appareil, comment on fait fonctionner les trains, comment on distribue l'électricité, comment on fait marcher une éolienne, qu'est-ce qui se passe quand le vent est plus fort, quand le vent est moins fort, quand les pales sont grandes, quand les pales sont petites, quand on est en mer, quand on est sur Terre. Voilà. Donc il y a, je pense, une appétence du public, de beaucoup de gens, qui est peut-être un peu facilitée aussi par la fragmentation des médias et les chaînes en ligne. C'est-à-dire qu'une audience peut trouver un contenu. Et donc, je pense que, encore une fois, je crois qu'il faut être optimiste. Il y a un besoin, alors c'est vrai qu'il y a une résonance très forte dans le cas du climat. Il y a des choses qui ont été dites et à un moment, ça c'est peut-être un peu mystérieux, mais à un moment, ça prend. Ça prend en notoriété, ça prend en intérêt, ça prend en audience. Donc je pense qu'il faut persévérer, qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés. Ça peut être la mobilité, bon, ça peut être tout un tas de choses. Je voudrais donner un petit contre-exemple qui m'a aussi beaucoup intéressé pendant la Covid. Pendant la Covid, on parlait beaucoup d'épidémie. Et sur le plateau, il y avait beaucoup de médecins, mais il y avait moins d'épidémiologistes. Et de manière assez intéressante, il y avait une appétence pour entendre des médecins qui parlaient de statistiques et d'épidémiologie. Et je ne donnerai pas de nom, mais certains ont dit des grosses bêtises. Des choses qui étaient rigoureusement fausses sur ce que c'est, par exemple, que l'efficacité vaccinale. On a beaucoup parlé du fameux R0. Il y avait l'exponentielle. Et vous voyez bien que dans certaines prises de décision, 3 jours de plus, 3 jours de moins, avec une exponentielle, pour les ingénieurs, c'est familier, ça va vite. Et je posais la question d'ailleurs à un certain nombre d'épidémiologistes parce que on les entendait moins. Donc c'est intéressant parce qu'à un moment du débat, il y a des parts de voix qui sont occupées. Je pense que les épidémiologistes, les statisticiens, les médecins de santé publique, les ingénieurs, ils doivent peut-être aussi dire tiens, je vais essayer de participer au débat. Je pense qu'il faut s'encourager à faire ça. Parce que ça aide, en fait. Je pense que ça donne des éléments de référence et ça permet, encore une fois, d'être un antidote aux opinions à l'emporte-pièce ou aux fake news. Quand tu travaillais chez Ipsos, tu as dû évoluer, même si tu étais dans l'ombre, ce que tu disais, le back-office, tu as dû quand même avoir une forte connaissance du milieu des médias. Pourquoi dans les médias, justement, on a plus peut-être une question candide, mais pourquoi dans les médias, on a plus d'appétit, justement, pour des figures récurrentes, plutôt qui viennent du monde politique, dont on sait qu'elles n'ont aucune formation technique sur plein de sujets, et on peut rester sur le sujet de la transition écologique, de l'énergie, etc. Voilà, on voit des figures politiques, par exemple écologie, revenir en permanence sur les plateaux pour donner leur avis sur des sujets dont ils ne maîtrisent absolument rien. Et pourtant, on leur rouvre grand les portes et on leur déroule le tapis rouge, même si, statistiquement parlant, leur poids dans l'opinion publique, on le voit aux élections, est très faible. Comment ça fonctionne un petit peu dans ce milieu et les médias, est-ce qu'ils ont des figures de référence justement au niveau technique, au niveau des ingénieurs, où ils pourraient s'appuyer dessus, à partir de think tank ou j'en sais rien, des choses comme ça? Alors, moi, je me garderais bien d'avoir une opinion trop définitive sur les médias. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour la liberté des médias et je pense qu'il faut prendre les médias tels qu'ils sont, dans leur diversité, dans leur fragmentation, parce qu'il y a eu quand même une évolution phénoménale en quelques décennies, avec beaucoup de chaînes du câble, beaucoup de chaînes en ligne. Il y a même maintenant des contenus qui deviennent des chaînes en elles-mêmes.
Donc, je crois qu'il faut prendre les médias tels qu'ils sont. Encore une fois, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut imaginer aussi, il faudrait interviewer des gens des médias, mais je pense que un média, il a une audience, il a une programmation, il faut des gens sur un plateau, il faut des reportages, il faut des images. Ils vont essayer de faire au mieux avec ce qui se présente. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une solution de facilité de faire revenir les mêmes gens pour parler des différents sujets. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a un travail à faire, et ça, je pense qu'en tant qu'ingénieur, on doit faire cet effort. Quand il y a un débat, quand il y a un sujet, essayer d'être clair et fondé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui délivrent des messages simples mais faux, souvent ce que j'appelle des messages simplistes, Yaka, Faucon, etc. Et puis, il y a tout un travail, et l'enseignement joue un rôle d'ailleurs là-dedans, c'est d'être capable de dire de manière très courte, très clair, quelque chose qui est une objection fondée et qui, au fond, empêche le débat de dériver. Et je crois que ça, c'est un art, si j'ose dire, c'est le résultat d'un travail. Il y a des médecins qui le font très bien, il y a des ingénieurs qui le font très bien, il y a des scientifiques qui le font très bien. Il faut arriver à travailler quelque chose qui n'est pas forcément spontané dans nos formations d'ingénieurs, où on va dans le détail, où c'est rigoureux, où c'est difficile. Je veux dire, c'est quelque chose il y a des tas de choses qui ne s'apprennent pas comme ça en posant le livre sur la table de nuit, et le lendemain matin, ça y est, c'est rentré, on sait bien. On a tous bavé sur certains trucs. Donc il faut arriver à préparer en fait une communication authentique, mais à la rendre efficace, c'est-à-dire que c'est l'auditeur qui comprend et qui se dit « Ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr, il a raison, je retombe sur mes pattes ». Et là, quand on fait ça, c'est gagné, on fait faire un progrès. Dans ton livre, tu as le mot, il est écrit en gros sur la couverture, État, l'État avec un E majuscule et les ingénieurs. Est-ce que les deux univers cohabitent bien ou pas du tout? Alors, ça fait bien longtemps qu'il y a des ingénieurs qui travaillent pour l'État. Moi-même, j'en ai fait partie, mais à la Révolution française, il y a eu un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui ont été créées. Il fallait faire des routes, il fallait faire des ponts. Il y a aussi une très grande proportion d'ingénieurs qui travaillent dans le secteur de l'armement. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs qui travaillent pour l'État. Mais en général, ils sont plutôt en back-office, si je me permets de dire ça. Ils sont moins spontanément dans la communication, dans l'annonce des politiques publiques, etc., etc. Il y a un domaine aussi qui est majeur, je le cite avec son accord. Par exemple, prenons le cas de Bernard Barbier, qui a été pendant plusieurs années le directeur technique de la DGSE et qui a fait faire des progrès à nos capacités. C'est un secteur où on ne rentre pas dans le détail par nature, mais voilà des exemples où l'État s'appuie sur des ingénieurs et a besoin d'ingénieurs. Donc il y a des ingénieurs au service de l'État. Maintenant, Pierre Vermeyren, dont je parlais tout à l'heure, s'alarmait dans l'article que j'évoquais de l'effacement des ingénieurs et des militaires d'ailleurs dans la conduite de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, au fil du temps, une prise de contrôle assez forte d'une partie des hauts fonctionnaires. Et encore une fois, je suis très supportif des fonctionnaires, très supportif des administrations. Mais il y a une frange de la direction de l'État qui a pris beaucoup d'influence et qui travaille dans ce que j'appelle une forme de bachotage. C'est-à-dire on prend les dossiers, on les analyse à toute vitesse, on voit les 2 ou 3 points, on fait une annonce, on lance quelque chose et puis on passe au suivant. L'exemple que j'ai donné du leasing électrique au début me paraît tout à fait révélateur. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rééquilibrer un peu le profil de la direction de l'État avec non pas des gens qui se croient pluridisciplinaires, qui acquièrent des dossiers à toute vitesse, ont réponse à tout, sont très, très brillants à l'oral, mais finalement, la crise reste là et le problème n'est pas résolu. Et donc, un changement de mode de fonctionnement qui permet de mieux intégrer les réalités scientifiques et industrielles, mais aussi de mieux intégrer les réalités sociales. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le livre que j'ai publié, il est centré sur l'énergie et la transition écologique. Mais en fait, comme me le disait une des critiques qui est parue sur cet ouvrage, ça déborde en fait ce cas-là. Donc je pense qu'il faut remettre les ingénieurs avec plus de poids dans l'appareil d'État, plus de visibilité aussi, mais pas que. Les économistes, les sociologues, voire les psychologues. Il y a besoin de plus de pluridisciplinarité dans un État qui a tendance à être devenu un peu monoculture. La contradiction à ce que tu viens de dire, elle est flagrante. On a eu une ingénieure comme Premier ministre pendant plusieurs années, Mme Elisabeth Borne. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les sujets clés,
y ait eu une influence de ce fait-là dans les décisions qui ont été prises ou... Alors, il y a un point qui est très important, c'est que le respect des réalités scientifiques et industrielles, la capacité à s'appuyer sur des conseils pertinents, elle n'est pas le monopole des ingénieurs. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires issus de l'ancienne École nationale d'administration, maintenant INSP, qui sont parfaitement capables de s'entourer de conseils scientifiques et techniques et qui sont extrêmement rigoureux et sérieux. A contrario, il y a des jeunes ingénieurs qui sont nommés dans des fonctions de conseillers techniques dans des cabinets ministériels, et comme le disait Yves Bréchet assez sévèrement, mais je souscris à ses propos, qui ne finissent par n'être ni conseillers ni techniques, dans la mesure où ils ne savent pas objecter quand un ministre part dans une direction qui est impraticable, et ils ne maîtrisent pas les sujets dont ils parlent, mais pire encore, ils ne s'entourent même pas des conseils nécessaires. Alors, tu me parles d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne était pour moi un petit peu un sujet d'interrogation, parce que je dirais d'un mot, pour moi, une ingénieure ne devrait pas dire ça. C'est-à-dire que j'ai été assez déconcerté sur notamment un sujet majeur qui était le sujet des scénarios énergétiques et de savoir si à court terme on pouvait envisager un scénario 100% renouvelable. Donc évidemment j'ai travaillé, je l'ai dit, j'ai commencé par les enquêtes parlementaires où Elisabeth Borne a été interviewée, puis je suis remonté dans le temps. J'ai été très très perplexe quand j'ai regardé a posteriori, c'est les miracles de la numérisation, une émission qui s'appelle Questions politiques qui avait lieu en 2019 où il y a eu un débat où en fait le président directeur général de EDF à l'époque, d'ailleurs sur instruction du gouvernement, commençait à travailler à des scénarios pour dire est-ce qu'on va reconstruire des réacteurs nucléaires en France ? Et il avait fait une prise de position publique, justement, je crois que c'était dans le journal Le Monde, en disant « Oui, je confirme que nous nous préparons de nouveau à construire des réacteurs nucléaires. C'est indispensable pour les scénarios de trajectoire énergétique. Et d'ailleurs, il faut les construire 2 par 2 pour des raisons d'efficacité. D'ailleurs, les 2 premiers sont prévus aujourd'hui à Penly. » Bon. Et dans cette émission, il y avait 4 journalistes et Elisabeth Borne. Et Elisabeth Borne se voit présenter les propos du président d'EDF et elle dit « C'est son opinion, mais moi, je suis la ministre de la transition écologique et c'est plutôt à moi de décider de la politique énergétique. » Et elle dit « Je trouve indispensable qu'on étudie un scénario 100% renouvelable. » Restons dans le nucléaire. Est-ce que vous confirmez la très possible construction de 6 nouvelles centrales en France ? Alors, je vous redis que c'est un des scénarios. Donc, moi, je note que tous les documents qui sont produits par EDF se retrouvent dans le journal. Non, mais c'est un scénario qui vous intéresse. C'est un scénario. Attendez, moi, mon objectif, c'est, je vous dis, ce qui est dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, réduire la part du nucléaire à 50% en 2035. Ensuite, au-delà, on doit avoir tous les scénarios sur la table avec un objectif qui est d'assurer pour tous les Français, pour nos entreprises, une électricité à un coût abordable partout. Alors, vous lisez le journal Le Monde, Elisabeth Borne, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, justement, qui était interrogé par Le Monde il y a quelques jours, disait la chose suivante: personne ne pense qu'on puisse assurer l'avenir sur le plan du système énergétique uniquement avec des renouvelables et du stockage. Donc, il faudra de nouvelles centrales nucléaires. Nous nous y préparons, c'est simplement la réalité industrielle. Il a au moins le mérite de la clarté, il dit les choses très simplement. D'accord, c'est très bien qu'il ait son point de vue, que je ne partage pas. Il se trouve que la politique énergétique, c'est plutôt le gouvernement, et en particulier la ministre en charge de l'énergie que je suis, qui doit la définir. Et je vous confirme qu'on étudie à la fois des scénarios dans lesquels on continue à faire des nouvelles centrales nucléaires et aussi un scénario 100% renouvelable. Tous ces éléments, c'est des sujets compliqués, comme vous le soulignez, et on doit avoir tous les éléments sur la table mi-2021. Ensuite, on a dit qu'on ne prendrait pas de décision sur des nouvelles centrales nucléaires avant la mise en service de Flamanville. Le patron d'EDF parle au futur. Il n'utilise pas le conditionnel et il n'imagine pas qu'il y ait d'autres scénarios que celui-là. Nous nous y préparons. Il faudra de nouvelles centrales nucléaires. Je le cite. Alors, je l'invite à intégrer ce scénario sur lequel travaille le gouvernement, 100% non renouvelable, et y compris, je pense, indispensable que EDF réflixisse aussi à la façon dont il peut être un grand acteur dans un tel scénario. Et le 100% renouvelable, ce serait ? Ça veut dire que vous êtes partisan de ce dernier scénario que vous évoquez, 100% renouvelable, ou est-ce que vous dites 6 réacteurs nucléaires, c'est trop important, il faut réduire un peu la voilure ? Il n'y a pas de décision de prise aujourd'hui
Parce que certains vous défendent le fait que ça n'est pas vous avez une décision qui est prise, oui, sur la plupart des sujets. Mais votre avis à vous, votre vision personnelle. Qu'est-ce que vous allez défendre, en fait, autour de la table du Conseil des ministres, par exemple? Et là, c'était très intéressant parce qu'on était en fait à contre-emploi. C'est les journalistes qui challengeaient avec des arguments plus techniques. Donc, il y avait, je crois, Ali Badou, il y avait Nathalie Saint-Cric. Donc, un des journalistes dit « Oui, mais vous pensez qu'on n'a pas les éléments aujourd'hui pour décider ?» EDF venait de dire « On y va ». Et Elisabeth Borne dit « Non, on n'a pas les éléments ». Et les journalistes disaient « Écoutez, c'est quand même curieux, c'est de la langue de bois ». Puis un autre journaliste dit « Oui, vraiment… un 100% renouvelable, c'est pour 3022. Et la ministre de dire non, c'est pas pour 3022. Bon. Donc je n'ai jamais eu de conversation sur ce sujet avec Elisabeth Borne, mais je pense que ce n'est pas tellement notre origine professionnelle qui importe. C'est une attitude qui consiste à ancrer ses prises de parole dans des réalités techniques, dans un travail préliminaire, et avoir une communication qui, je dirais, passe la rampe, y compris avec les journalistes. C'était pour moi assez étonnant de voir effectivement une personnalité de ce niveau qui était au fond challengée sur un scénario qui apparaissait en 2019 peu convaincant, ce que disait d'ailleurs le PDG de l'EDF et ce qui sera confirmé quelques années plus tard dans le discours de Belfort du président de la République et d'ailleurs dans l'audition parlementaire de la même Elisabeth Borne qui en 2022 déclarera effectivement face aux parlementaires, il se confirme que ce scénario n'est pas praticable. Voilà, donc je pense qu'on doit tous balayer un peu devant notre porte. Hein. C'est pas parce qu'on est ingénieur, qu'on est avocat, qu'on est médecin, qu'on est quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Il faut qu'on tous, on a la capacité de se renseigner, d'avoir des conseils techniques structurés, d'écouter des experts et de se former une opinion. Surtout pas d'un monopole des experts ou d'un gouvernement des experts. C'est pas du tout ce que je prône. Et pourquoi tu disais, quand on préparait l'émission, je me rappelle, tu parlais que l'État avait une vision trop en surplomb par rapport à la société de tous les jours et que les décisions n'étaient pas prises en considération des réalités du terrain ou de ce qui était... Alors ça explique le nom, le premier mot du livre qui est le personnage de Jobbik. C'est Jojo. J'ai été assez frappé de voir un article du Monde où une journaliste disait que dans les décisions au plus haut niveau de la République, on se demandait, quand une mesure allait être mise en place, que va en penser Jojo ? Donc Jojo, c'est une sorte de français moyen mythique. Alors déjà, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de français moyen, y compris dans les méthodes que nous employons, puisqu'on a des méthodes de segmentation, des méthodes statistiques, des méthodes de projection, enfin bref. Il y a une grande variété, c'est vrai en microéconomie, hein, et c'est vrai aussi dans les sondages. Donc il n'y a plus de français moyen, il faut faire très attention à ça. Et je pense qu'il faut professionnaliser les outils de compréhension de nos concitoyens et de la société. Donc c'est pour ça que je parle de surplomb. Il y a une tendance à en fait être dans la zone de confort de la direction de l'État qui consiste à préparer des décrets, à préparer des textes, à présenter des textes au Parlement, à faire aussi des conférences de presse et des communications, puis aussi à se faire élire ou réélire, bien sûr. Mais le surplomb, c'est comme ça que les gens le ressentent. Une bonne partie des fameux moteurs des populistes, quand on parle de ça dans les enquêtes sociales, les enquêtes politiques, c'est le sentiment qu'il y a des gens d'en haut qui ne se soucient pas de ce que je vis moi. Je vais vous donner un exemple sur le chèque carburant. Le chèque carburant consistait à être capable de donner à des gens la possibilité, sous certaines conditions, de se faire rembourser une partie du carburant consommé pour aller travailler. Bon, il y avait des conditions. Et on dit aux gens, à partir de telle date, vous allez pouvoir aller remplir votre dossier en ligne. Très bien. Et en fait, il fallait rentrer sa plaque d'immatriculation. Et la plaque d'immatriculation, c'était AB 1, 2, 3, CD, c'est-à-dire les plaques d'après 2009. Or, il se trouve justement que les gens qui avaient besoin de cette aide financière, ils avaient des plaques d'immatriculation de véhicules qui étaient d'avant 2009, d'avant le changement, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, EFG, et puis 34, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le sentiment qu'il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de compréhension, y compris dans la réalisation même des choses. Donc oui, je crois qu'il y a aujourd'hui une capacité à aggraver la situation en donnant à beaucoup de nos concitoyens le sentiment qu'ils sont regardés en surplomb par ce qu'ils voient comme une élite dirigeante et que c'est très toxique en réalité.
Et dans ton livre, tu parles de mensonge, tu l'as mis au singulier, tu n'as pas mis mensonge au pluriel. Peut-être que tu as plusieurs mensonges dont tu voudrais nous parler. Bon, tu as parlé de la transition énergétique, des décisions un peu ubuesques. Est-ce que tu as d'autres sujets, d'autres exemples Moi, j'ai traité la question du climat et de la transition énergétique, donc des mesures... Et donc, par rapport à cette thématique-là, quels sont les autres mensonges J'ai dit au début, c'est perçu comme un mensonge. C'est perçu comme un écart entre la promesse et la réalité. Par exemple, la rénovation énergétique. La rénovation énergétique des bâtiments, il y a un grand outil qui s'appelle MaPrimeRénov'. C'est kafkaïen. Ça a été un crédit d'impôt, puis ça a été une prime. Les conditions ont changé tout le temps. Il y a 25 000 personnes dans un groupe Facebook. Je crois que le titre, c'est « Galère MaPrimeRénov'». Il y a une volonté de lutter contre des fraudes qui existent, mais on a une situation où des gens qui pourraient y avoir droit ne peuvent pas en bénéficier. Il y a même des gens qui renoncent à leurs droits. Donc, il y a des gens qui se retrouvent dans une situation difficile. Ils ont payé des travaux qui ne sont pas finis, par exemple, ou ils ont fait quelque chose, une petite erreur dans la procédure, l'aide est supprimée, ils n'auront pas leur aide, et ils ont payé. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile, ça met certaines personnes dans une situation très délicate. C'est un exemple parmi d'autres. Ce que je me suis efforcé, il y a un certain nombre d'exemples très concrets dans le livre, ça démarre, donc je l'ai dit, par le leasing à 100 €, c'est d'essayer de trouver quelles sont les causes et quels sont les remèdes pour rendre à la fois la transition climatique et énergétique plus efficace, mais aussi apaiser la situation et ne pas nourrir encore davantage une désaffection ou une défiance à l'égard du politique. Et vous, justement, dans l'univers des sondages, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous aviez vu arriver ces vagues de positions à des décisions qui peuvent sembler parfois concrètes et intelligibles? Je prends Édouard Philippe, il décide des 80 km/h sur les nationales, ça peut sembler du bon sens par rapport aux émissions de CO2 à la consommation de carburant. La taxe sur le diesel, à l'époque, ça peut sembler du bon sens. Et là, hop, on a les gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mais est-ce que tu vois, par exemple, pro-nucléaire, anti-nucléaire? On a eu, je pense, à une époque, une vague d'anti-nucléarisme. Maintenant, peut-être post-Fukushima. Maintenant, on a un retournement. Tu vois, sur d'autres sujets comme ça, est-ce que vous aviez vu arriver ce genre de contestation violente? Quels sont les sujets sur lesquels on sent encore une grande opposition de la société, ou un retournement, au contraire, où les gens sont prêts ou changent d'avis? Je sais pas. Alors, je vais commencer par le nucléaire et je reviendrai après sur les Gilets jaunes et Édouard Philippe. En ce qui concerne le nucléaire, il y a un premier point qui est important, c'est qu'on dit souvent les politiques suivent les sondages. On prête d'ailleurs souvent aux sondages beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Mais il y a aussi un effet inverse, c'est-à-dire que les sondages ou l'opinion suit le politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une affirmation raisonnable, responsable, mais confiante dans une politique publique, le public se dit, bon, on sait où on va, c'est pris en charge, voilà. Donc il faut voir ça. Sur les questions d'opinion à l'égard du nucléaire, il y a eu un tournant qui est 2022. On a vu la favorabilité à l'égard du nucléaire. Il y a une enquête d'ailleurs faite par Ipsos, une enquête annuelle qui s'appelle Obscope, qui est publiée chaque année et qui est faite en liaison avec EDF et qui étudie un certain nombre de choses sur l'énergie et le climat chaque année. Et l'avantage, c'est que c'est international et que c'est tous les ans. Et si on regarde les résultats, on voit qu'à partir de 2022, il y a en Europe, ce n'est pas seulement en France, une montée de la favorabilité à l'égard de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc ça, c'est pas un phénomène qui est tombé comme ça du ciel, c'est quelque chose qui est la conséquence du sentiment que l'énergie, justement, on était peut-être riche, mais on n'est pas riche comme Crésus. On peut avoir des difficultés d'approvisionnement et ça a été vraiment unanime dans tous les pays mesurés. Mais j'ajoute que derrière cela, quand il y a un discours comme celui que, courageusement d'ailleurs, le président de la République a prononcé à Belfort, puisqu'en fait, en 2018, le président annonçait qu'on allait fermer un certain nombre de réacteurs. En 2020, on ferme Fessenheim. En 2022... sur une politique de long terme qu'on change, bon, ça c'est une autre question qui évoque ce qu'on évoquait au préalable. Mais à partir du moment où il y a eu cette prise en compte du fait que l'énergie, eh bien, c'était précieux, c'était vraiment c'est l'industrie de l'industrie, disent certains. Hein. Donc, et que c'était pas forcément garanti pour toujours. Et qu'il y a une affirmation politique d'une direction claire et assumée,
eh bien, il y a un alignement, il y a un soutien de l'opinion publique qui est plus fort. Je reviens maintenant sur la question d'Édouard Philippe. Ça marche souvent. C'est la confusion entre la moyenne et la dispersion et l'oubli des segments. On dit parfois, oui, 63% des gens, c'est un sondage dont j'ai souvenir, sont favorables à la limitation à 110 km/h sur les autoroutes. Oui, mais il faut regarder la dispersion. Si on a des gens qui sont moyennement pour et moyennement contre, mais qu'on n'a pas trop des gens très contre, ça va. Mais il ne faut pas regarder que la moyenne. Il faut regarder l'allure de la distribution. Donc c'est pour ça que je parlais de la moyenne et de la dispersion des réponses. Parce que quand on a des sujets où il y a un nombre non négligeable d'opposants très opposés, ça peut être préoccupant. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est les questions de segments. Soit c'est la localisation, donc dans tel endroit on est très opposé. La Bretagne, par exemple, a été très opposée. Il n'y a pas eu la centrale de Plogoff, il n'y a pas eu la centrale du Carnet. Aujourd'hui, il y a des dispositifs pour amener suffisamment d'électricité. Même sur le site des RTE, on parle à propos de cette région d'une péninsule électrique. Donc il y a des oppositions locales. Il y a des endroits où les gens peuvent être très pour ou très contre telle ou telle chose pour des raisons historiques, pour des raisons de patrimoine agricole, pour tout un tas de raisons. Et puis ça peut être aussi des segments de la population. Un type de métier ou des gens qui ont telle ou telle attitude, voilà. Donc je pense qu'il y a souvent une tendance à se dire en moyenne on a une favorabilité de X%. C'est pas pour ça que c'est gagné. Ça s'applique d'ailleurs à tous les projets. Quand on voit le débat sur l'autoroute, par exemple, la fameuse A69 et tous les débats avec des situations parfois violentes, donc il faut faire attention à la moyenne, mais aussi à la dispersion. Il faut faire attention aux opposants, qui peuvent être des opposants pour des raisons légitimes, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons que tel ou tel pourra juger illégitimes. Mais c'est toujours important dans les sondages de les analyser avec une perspective. Et justement, quelle décision politique girouette, où il y a peut-être un changement de direction tous les 4 matins, voilà, c'est quoi le sujet politique qui, toi, t'irrisse le plus le poil, dans le sens où il change d'avis tout le temps, il dit, bon, mince, maintenant, on pourrait peut-être avancer un peu quand même, au-delà de l'énergie. Des choses qui me hérissent, il y en a beaucoup, mais c'est le moment. C'est un autre sujet, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à s'organiser pour faire des politiques stables et durables. Et je pense que tout ce qui concerne la transition climatique et l'énergie, c'est manifestement des choses qui sont durables. Donc c'est quelque chose qui supporte assez mal, les filières industrielles supportent assez mal, je dirais, les fluctuations, les arrêts, les coups de frein. Voilà. Il faut imaginer quand même que derrière, mais c'est vrai aussi pour l'éolien, c'est vrai aussi pour le solaire, c'est vrai pour plein de choses. Il faut imaginer des entreprises sous-traitantes. Il y a, ce que tu évoquais, le nucléaire, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont réputées travailler dans le nucléaire. Elles ne travaillent pas toutes à 100%. Il y en a qui travaillent pour d'autres activités. Mais quand on a une activité de chaudronnerie, quand on a une activité de contrôle non destructif, puisque ce qui fait la caractéristique des ingénieurs, c'est aussi de travailler avec des gens de tout un tas de qualifications, des techniciens de soudure, etc. Bon, c'est tout un écosystème, comme on aime à dire. Cet écosystème, il a besoin de visibilité, il a besoin de continuité. Mais c'est vrai dans le cas des secteurs des énergies renouvelables. Si tu lis la presse, il y a dans le secteur de l'éolien, dans le secteur du solaire, des alarmes. Il y a des gens qui disent mais c'est une catastrophe, il faut aller plus vite, il faut aller moins vite. Il y a des débats autour de la planification pluriannuelle de l'énergie. Donc je pense que ce qui aujourd'hui manque, c'est une capacité à se poser et à avoir un travail technique structuré et en remettant un certain nombre de choses à plat. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises sans forcément réorganiser les structures, réorganiser les filières, donner de la visibilité, y compris de la visibilité contractuelle et financière. Donc je pense que ça, c'est quelque chose où il y a encore des progrès à faire. Et une formule que j'aime bien utiliser, je trouve que j'ai beaucoup aimé quand le président de la République a dit, après que Trump 1 a voulu sortir de l'accord de Paris, il a dit « Make the planet great again ». Eh bien, je crois qu'il faut « Make the state great again ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je défends les fonctionnaires. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir une sorte de désintermédiation où le pouvoir politique est exposé directement à des scientifiques de haut niveau, à des grands patrons de boîtes nationales ou internationales. Il faut bien sûr qu'il y ait des échanges.
Mais l'État a besoin d'une organisation qui permet de plus long terme, avec des agences, des fonctionnaires. Il faut aussi avoir confiance dans les structures, confiance dans l'INSERM, confiance dans le CNRS, confiance dans le CEA. Il y a plein d'organisations. Il faut mettre en place des organisations solides et pas seulement, je dirais, une sorte de gouvernance de gens brillants au sommet des organisations. Il faut créer des fondations qui permettent d'instruire avec la compétence nécessaire, mais aussi l'indépendance nécessaire. Parce qu'il y a un point qui est souvent méconnu, c'est que cette fragilisation, ce discrédit qui est parfois jeté sur les fonctionnaires et sur les administrations, au contraire, c'est ça qui crée de la bureaucratie et c'est ça qui crée de la vulnérabilité par rapport aux lobbies, pas seulement les lobbies industriels, mais aussi les lobbies militants. Par exemple, le chauffage électrique a longtemps souffert de menées hostiles parce qu'il était considéré comme soutenant indirectement le nucléaire. Donc on avait introduction de l'idéologie dans la prise de décision politique. Donc ça, voilà les choses qui effectivement me gênent. Ouais. C'est encore le cas avec le DPE, mais on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui. Alors le DPE, on pourrait faire une émission sur le DPE, pas avec moi. Mais on parlait de décisions déconnectées de la réalité du terrain et scientifique. Je vais te donner un autre exemple de décision déconnectée, puisqu'on évoquait tout à l'heure MaPrimeRénov'. Attention à l'efficacité, c'est-à-dire quelle est la consommation avant-après. Ça peut paraître énorme, mais ce sujet-là n'est pas traité. Pire, en Allemagne et au Royaume-Uni, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que la consommation avait tendance à baisser un petit peu après la rénovation, pour les foyers qui s'équipaient, et puis après elle remontait. Alors ça a un bon côté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des gens qui se chauffaient pas bien, qui vivaient ultra couverts ou qui attrapaient des rhumes et qui vivent mieux. Donc c'est peut-être quelque chose de positif. Là aussi, faut enquêter, faut regarder les faits, faut faire des enquêtes sociales, des enquêtes social research. Il faut faire des enquêtes auprès de la population, il faut faire parfois aller voir des gens, faire des observations, se mettre d'accord avec eux. Se méfier de ses intuitions, se méfier du surplomb, de dire les gens ceci, cela. Non, il faut aller voir, aller écouter. Ça, c'est mon métier des études de marché qui revient. Et je pense que si on veut être efficace dans les politiques publiques, il faut avoir des caps clairs, c'est vrai, mais aussi mettre des organisations bien adaptées, les faire évoluer. Aujourd'hui, la transition climatique, un ancien haut fonctionnaire écrivait dans un livre « L'écologie, combien de divisions ?» On voit bien les vicissitudes. On n'a pas réformé en profondeur, repositionné peut-être les agences et les organisations. A contrario, on laisse dériver des choses incroyables. On a besoin de faire des économies. Un rapport de l'Inspection générale des finances recensait qu'il y avait 114 aides à la transition énergétique des entreprises gérées par l'ADEME. Et disait la multiplication des dispositifs nuit à leur lisibilité et à la capacité à les évaluer. C'est de bon sens. Je crois qu'il y a 340 aides au total si on cumule les particuliers et les entreprises et un certain nombre d'organismes. C'est dantesque. Je pense qu'on a un État qui, au sommet, a tendance à vouloir faire beaucoup de choses par lui-même, ne faisant confiance qu'au cabinet ministériel et à une sorte de, passe-moi l'expression, d'élite de la fonction publique, et que ça a un effet délétère, parce qu'en fait, il y a une incompréhension du sujet, et après, ça marche mal. Un dernier exemple, l'hydrogène. L'hydrogène, en 2019, c'est vraiment une question de règle de 3. On annonce un grand plan sur l'hydrogène, avec l'idée qu'on allait, à juste titre, substituer à la fabrication d'hydrogène par des moyens qui aujourd'hui sont très émetteurs de gaz à effet de serre, utiliser des filières qui permettent au contraire de produire l'hydrogène sans générer des effets de serre. Bon. Donc c'est un but tout à fait louable. Et il y a un plan qui était entre la production, une substitution entre 1 et 4 millions de tonnes d'hydrogène. 2019 c'est annoncé. 2024, enfin, suite à une requête miraculeuse. Je ne sais même pas comment l'idée est enfin venue de demander à l'Académie des sciences un avis. L'Académie des sciences sort un rapport et explique que pour faire ça, il faut, dans la version basse, 5 EP2 à temps plein. Et dans la version haute, 20 EPR2. Sachant qu'on a aujourd'hui 57 réacteurs opérationnels, on voit quand même que c'est une proportion entre 15, je dirais de mémoire, 15 et 40% de toute la production électrique, électronucléaire d'aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la règle de 3. Et ça, c'est un point très important parce que je pense que les techniciens doivent être bons dans leur technique, mais les décideurs n'ont pas besoin d'être des super experts de la métallurgie, de l'énergie, de l'hydrogène.
Mais en revanche, que des règles de 3 ne soient même pas faites, ça, c'est quand même quelque chose qui est consternant. Et encore une fois, il y a des fonctionnaires ou des décideurs issus de l'ENA ou de l'INSP aujourd'hui, ou du droit, ou de tout ce que vous voulez, ou de la communication, qui ont ce bon sens de savoir s'entourer de bons conseils. Et à contrario, on a malheureusement des ingénieurs qui disent des choses qui ne tiennent pas debout. Aussi. Oui, les ingénieurs ne sont pas forcément tout blancs. Je vais me faire quelques ennemis, mais enfin, c'est de mon âge. Non, je pense qu'on peut y aller. Écoute, on arrive au terme de cette interview. Henri, je te remercie beaucoup. Avant de te laisser le dernier mot, je fais ma publicité. Et puis après, comme d'habitude, c'est l'invité qui a le dernier mot chez moi. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. On a essayé de balayer un certain nombre de sujets. On s'est peut-être un petit peu égaré en chemin, mais je pense que c'était super intéressant. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions à Henri aussi dans les commentaires YouTube. Tu pourras aller voir et répondre directement aux gens. Les gens peuvent t'envoyer un petit message sur LinkedIn aussi s'ils ont des questions à te poser. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, à vous abonner surtout. Henri, c'est ta minute promo. Et puis après, c'est terminé. Ma minute promo, mais... C'est ta minute promo, profites-en. Ah oui, écoutez, j'ai parlé du début du livre. Si c'est ma minute promo, j'en profite. Lisez la fin. Mais je vais faire une autre promo, puisque j'ai parlé des sondages. J'avais amené ça pour montrer à Mathieu. Voilà, ça, c'est un livre sur les techniques de sondage. Comme quoi, voilà, c'est un métier sérieux. Et donc, je fais aussi la promo de mon ancien métier, pas seulement du livre. Voilà. Écoute, très bien. Merci beaucoup, Henri. Merci.